Extraclasse. Disons-le, nous vivons à l'heure de l'économie de l'attention où des milliards sont dépensés par l'industrie du divertissement et les réseaux sociaux pour capter notre temps de cerveau disponible. On parle même parfois de civilisation du poisson rouge. La durée maximale d'attention des jeunes générations ne dépasserait pas quelques minutes, voire quelques secondes. Est-ce que l'éducation peut vraiment lutter ? Et comment ? Pas facile en effet pour les enseignants de conserver l'attention de leur classe. Peuvent-ils maintenir en équilibre attentionnel 30 cerveaux d'élèves tels des artistes de cirque maniant des assiettes chinoises ? Pour cela encore faut-il découvrir les grands principes qui régissent cette attention, se les approprier à titre personnel pour mieux les intégrer à son quotidien professionnel, et enfin viennent les pistes d'application dans le quotidien de la classe. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Il sera question de neurosciences en éducation, d'Atoll, pas sous le soleil et pas forcément avec des lunettes, et de Coniclass. Jean-Philippe Lachaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche en neurosciences cognitives à l'INSERM, co-directeur de l'équipe EduWell du Centre de recherche en neurosciences de Lyon et concepteur du programme Atoll, c'est bien ça ? Ouais, c'est parfait. Fabrice Auberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français au collège Maurice-Constantin-Veillère à Cussé dans l'Allier, si je ne me trompe pas. Oui. Et titulaire d'un diplôme universitaire en neuroéducation. Exactement. Alors on entre dans le vif du sujet dans cette première partie. Je l'ai dit, Jean-Philippe Lachaud, vous êtes concepteur du programme Atoll, un mot valise pour attentif à l'école. C'est un programme de découverte et d'apprentissage de l'attention cognitive en milieu scolaire que vous avez développé. Mais on a décidé de prendre un peu le contre-pied en ce début d'émission en nous questionnant non pas sur l'attention des élèves, mais sur celle des enseignants, avec une première question pour vous, Jean-Philippe Lachaud. Est-ce que les sciences cognitives s'intéressent aussi à ce qui se passe dans le cerveau des profs et peut-être pour quels enseignements en termes de développement professionnel ? Alors, je sais pas si les neurosciences cognitives s'intéressent spécifiquement à l'attention des enseignants, mais en tout cas, ce qu'on sait sur l'attention permet de déduire un petit peu ce qui va se passer dans le cerveau d'un enseignant. Il y a des moments qui sont extrêmement sollicitants pour l'attention de l'enseignant, c'est en classe, parce que finalement, il faut gérer la classe, c'est-à-dire avoir une attention très distribuée sur les réactions des élèves, etc. Savoir agir pour ramener la classe avec soi, donc voilà, tout ça est là. Et puis en parallèle, vous avez une autre type de tâche qui est tout simplement de garder le fil de ce qu'on veut dire, une sorte de fil rouge. Et puis parfois, il y a des tâches du type sortir une diapo, etc. Donc finalement, l'enseignant va être constamment dans une sorte de multitâche. Mais qui n'est pas un multitâche comme les adolescents, là où ils partent un petit peu dans tous les sens en fonction de ce qui est le plus stimulant, mais c'est un multitâche qui est très très contrôlé et qui peut être épuisant, notamment pour des gens qui sont habitués à une attention plus tunnel, hein, vraiment comme on a pendant les concours. Et comment, à ce moment-là, ils peuvent travailler là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme élément de compréhension d'abord de leur fonctionnement et puis pour mieux s'en sortir en situation de classe ? On peut détailler pendant 1 heure, mais si on veut faire simple, on peut dire que l'interaction avec une classe, finalement, est assez contradictoire avec le fait de réfléchir. Parce que pour réfléchir, il faut s'isoler, il faut visualiser, etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, tout le travail vraiment qui demande de la réflexion, de la planification, il doit vraiment être fait en avant. C'est très important, d'où l'importance de vraiment bien préparer ces séquences pour être complètement disponible, pour avoir une attention très libérée pendant la classe. Fabrice Auberti, de votre côté, est-ce que vous vous êtes intéressé à votre propre manière de vous concentrer, de mettre en place votre attention, de cibler votre attention en tant qu'enseignant pour le coup? Là, carrément, ce que dit Jean-Philippe Lachaud, je souscris forcément puisqu'on est dans la description de ce qui nous arrive au quotidien. Il est clair que quand on fait 4-5 heures de cours, certains vous diront vous avez travaillé que 4-5 heures dans la journée, mais ce que ça demande en capacité attentionnelle justement d'être dans le multitâche, d'être un petit peu partout, effectivement il y a cette fatigue et donc cette préparation, on va dire, ça a été une vraie réflexion parce que je me suis aperçu entre le Fabrice Auberti, on va dire, du quotidien quand il est à la maison et puis celui qui est en cours, en fait, celui qui est en cours a des gestes professionnels bien plus poussés en termes de capacité attentionnelle, ce que le Fabrice Auberti à la maison a moins. Et en fait, d'avoir travaillé autour justement de cette attention, ça m'a permis justement
Comme disait Jean-Philippe Lachaud, quand on a bien préparé son cours ou que tout du moins on comprend et on sait quels sont les objectifs qu'on s'est assignés, qu'est-ce que l'élève doit garder, doit avoir en sortant du cours, eh bien ça permet d'avoir comme ça ce fil conducteur qui nous permet justement d'arriver à rebondir sur différents aléas au niveau capacité d'attention ou autre. Donc oui, effectivement, l'attention, ça fait partie des choses qu'il est important de comprendre, mais qui, pour le coup, n'est pas forcément enseigné à nos nouveaux collègues, et ça fait un petit peu partie des impensés. L'attention, bon, on vous dit allez, t'es concentré, mais il y a rien qui est véritablement donné comme piste concrète pour arriver à faire ça en cours. Oui, Jean-Philippe Lachaud, c'est ce que vous dites, c'est qu'au moment du recrutement, enfin, les tâches telles qu'elles sont demandées aux enseignants dans la préparation, dans leur formation initiale, correspondent pas nécessairement à ce qui se passe quand ils doivent être devant une classe. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le système de sélection, c'est un système de sélection sur examen et qui demande un certain type d'attention, qui est une attention vraiment très focalisée sur un objet unique qui bouge pas, intellectuel généralement. Et en fait, une fois qu'on a passé ces examens, on se retrouve en situation de classe où c'est un mode d'attention complètement différent. C'est comme vraiment, c'est comme si on prenait un golfeur qui est habitué vraiment à faire son coup à chaque fois, pas déranger, et puis tout d'un coup, vous faites jouer au basket. Donc ça n'a rien à voir. Et donc ça peut mettre des enseignants en difficulté, voire en situation de souffrance, quand ils sont pas prévenus. Bah justement, moi qui ai eu des stagiaires, en fait, la difficulté était pas sur leur connaissance, on va dire, de didactique, voire même quelque part de pédagogie, mais dans cette pédagogie, souvent les difficultés qu'elles rencontraient ou elles rencontraient en cours étaient vraiment des logiques d'attention, c'est-à-dire sur à quel endroit porter mon attention pour que le reste du cours ne déraille pas, quel élève aller voir, comment se positionner. Et en fait, souvent, ça demandait des vraies capacités attentionnelles, plus, on va dire, que des capacités intellectuelles à la construction du cours, à l'élaboration du cours et à la poursuite du cours. Je reviens sur la notion que vous avez évoquée tous les deux d'attention partagée et de multitâche, dont on sait bien maintenant que c'est pas très productif, Et on va dire à une époque c'était très valorisé, on disait je suis multitâche et c'était quelque chose qu'on mettait en avant. Maintenant on sait par les neurosciences que c'est pas très efficace. Ça m'a fait penser notamment dans ce que vous évoquez Jean-Philippe Lachaud à ce que vous développez dans Atoll, on en parlera dans la suite de l'épisode, mais du mini-moi et du maxi-moi. Est-ce que vous pourriez l'expliquer alors là pas à titre d'usage pour un élève mais pour un enseignant, dans ce que vous disiez tout à l'heure de je prépare ma classe et ensuite je la mets en place. Oui, alors effectivement, cette idée de maxi-moi, mini-moi, c'est tiré du fait que on peut pas à la fois réfléchir et interagir avec son environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment des activités qui peuvent être incompatibles. Donc, il faut réserver la planification à des moments dédiés, où à la limite, on peut presque jouer un rôle. C'est le rôle de maxi-moi, c'est celui qui planifie, c'est-à-dire qu'il prend une tâche complexe et il la découpe en petites étapes simples. Qui va confier à mini-moi, c'est-à-dire qu'ensuite il va incarner le rôle de mini-moi, qui lui exécute chaque étape avec une intention très claire. Parce que pour être bien concentré, c'est très important d'avoir une intention très claire. Donc c'est ce système de ramener une tâche complexe avec des intentions vagues et multiples à une succession d'intentions très claires. Est-ce que ça signifie qu'il faudrait imaginer un programme adultol enfin, en tout cas, quelque chose qui s'adapte, parce que la méthodologie, peut-être qu'elle n'est pas exactement la même pour des adultes? En fait, on dirait exactement la même chose, simplement on le dirait différemment. Ce serait la forme qui changerait, mais les messages qu'on envoie aux enfants dans Atoll ou dans la version collège-lycée, c'est finalement la même chose que ce qu'il faudrait expliquer à des adultes. Alors, il y aurait une composante experte, par exemple pour des enseignants, puisque effectivement, si on leur dit que le multitâche est impossible, ils vont tout de suite dire, en fait, je passe ma vie à faire du multitâche. Donc, bien expliquer ce qu'est le multitâche. C'est-à-dire qu'en fait, ils jonglent en basculant très rapidement d'une tâche à une autre avec une réelle expertise et des intentions claires à chaque fois. Et alors, est-ce qu'il y a une demande? Alors, il y a certainement une demande, mais qui, à mon avis, est à bas bruit, qui est plus sous forme d'une insatisfaction, d'un inconfort ou d'une souffrance. Mais je discutais avec l'IEN de la circonscription d'Oulin, à côté de Lyon, Stéphane Garapon, qui par exemple était très conscient de ça et qui lui me proposait qu'on réfléchisse vraiment là-dessus. Donc je pense qu'il n'est pas isolé. Fabrice, vous opiniez? Ah bah oui, totalement. Je le disais tout à l'heure par rapport à ce que je pouvais rencontrer comme difficulté chez des stagiaires, jeunes enseignants, quoi. Mais oui, je disais que c'était un impensé, c'est que parfois, si on travaille davantage cette attention, moi j'en suis l'exemple. J'ai des capacités attentionnelles parfois qui peuvent vraiment dériver avec les notifications hautes. On est dans un univers de surstimulation et ce travail justement, entre autres, des lectures de Jean-Philippe Lachaud m'ont d'abord été utiles à moi
moi avant de me dire tiens, mais ce que je vois en classe chez les élèves, c'est des difficultés d'attention, et donc j'ai rebondi un peu sur ce que moi-même j'avais un petit peu traversé pour essayer de travailler justement sur mon attention. Donc je reste persuadé qu'il y a des collègues qui n'en ont pas conscience, mais qui effectivement sont souvent soit en difficulté, soit en grande fatigue en fait, par rapport à la manière dont on doit conduire la classe et comment cette capacité attentionnelle justement est mise à défaut ou est en difficulté, et que peut-être il y aurait des petits ajustements à faire pour faciliter tout cela. On a parlé du pendant la classe, on a parlé du avant, de la préparation de la classe, un peu le côté recrutement. Il y a aussi un axe important dans les préparations qui est du côté de la productivité, pour utiliser un mot parfois mal vu en éducation. J'ai pas été très surpris, Jean-Philippe Lachaud, de découvrir que vous étiez assez fan ou adepte, disons, de la méthode GTD, Getting Things Done de David Allen. On encourage les auditeurs à aller chercher un petit peu sur Internet s'ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais pour le dire vite, c'est une méthodologie de gestion et de priorisation des tâches qui peut résonner beaucoup avec le travail de préparation, de gestion de projet pour un enseignant. Quel lien vous voyez entre ces méthodologies de productivité comme celle-ci et les neurosciences cognitives et notamment l'attention? En fait, le lien est assez clair. Donc David Allen, qui a mis au point cette méthode, a, je pense, raisonné à partir de son intuition et de son introspection, et a constaté que la plupart du temps, ce qui lui rendait les choses difficiles quand il devait travailler, c'était les intentions vagues, de pas savoir exactement ce qu'il devait faire. Et donc, en fait, le fondement de la méthode, c'est de ramener à ces intentions claires où on voit immédiatement comment avancer. C'est-à-dire que la tâche est formulée à un niveau vraiment assez élémentaire, et on voit tout de suite comment s'y mettre, et on voit tout de suite comment, au bout de 2 ou 3 minutes, on va être efficace. Donc c'est un simple système de découpage. Bon, on rajoute à d'autres choses, d'autres éléments qui sont intéressants et qui en fait collent bien avec la façon dont fonctionne le cerveau et notamment le cortex préfrontal. Et je pense qu'il a vu ça de façon vraiment intuitive, mais ça résonne parce que c'est normal. Il a un cerveau humain comme tout le monde. Alors ça résonne justement avec une autre question. La question du flow. Vous savez, ce fameux état de conscience où on est absolument bien dans ce qu'on est en train de faire. On peut imaginer que c'est le cas en classe. C'est quelque chose qui a été développé par un psychologue. Alors, je sais pas si je vais bien prononcer le nom, mais Csikszentmihalyi. J'ai relevé le défi pour Hélène. Voilà, c'est fait. Bravo. Peut-être quelques mots là-dessus, Fabrice, sur cet état mental en classe quand on est pris dans son travail et que toute l'attention est prise par ce qu'on est en train de faire. Là, pour le coup, c'est déjà un travail en amont. C'est-à-dire que si ce que vous avez préparé a déjà sa cohérence, que ensuite, là, c'est la manière aussi dont c'est répercuté chez les élèves. Et là, on joue sur des choses ultra sensibles et totalement aléatoires. Mais effectivement, cet état de flow, oui, ça arrive. Et moi, en plus, ça m'arrive d'autant plus que d'un seul coup, c'est moi-même qui rentre en cohérence. C'est-à-dire que j'avais pas percuté à ce point que ce que j'avais préparé, en fait, résonnait à ce point. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il y a la pratique avec les élèves, où il y a la réception avec les élèves, où il y a vraiment le travail de l'élève, qu'en fait je vois cette cohérence, et un peu comme une espèce de cohérence cardiaque, on a l'impression que tous les astres s'alignent, et effectivement on peut avoir cet état de flow très agréable. Flow, en plus, je pensais aussi le flow qu'on a dans le milieu du rap, c'est-à-dire cette manière aussi d'arriver à placer sa voix et à garder l'attention, on va dire, des élèves par cette espèce de modulation de la voix, comme on est en train de faire là actuellement dans ce podcast. Donc, je voyais aussi le flow dans cet ordre-là, c'est-à-dire que de la même façon que Jean-Philippe Lachaud développe cet aspect funambule par rapport à l'attention, il est évident qu'avec la voix, il y a aussi ce travail de modulation qui nous permet un petit peu de garder cet équilibre attentionnel. Jean-Philippe Lachaud, le flow, c'est quelque chose aussi que vous avez observé de manière plus scientifique ? Alors disons qu'on n'a pas encore d'hypothèse très solide sur le flow, donc on reste au niveau de description qui est que peuvent avoir faire les sportifs de haut niveau, mais effectivement pourquoi pas les enseignants, tout à fait, qui est donc la recherche d'un état attentionnel particulier et particulièrement favorable, ce qui est très bien parce que ça présente l'attention sous un angle vraiment très positif par rapport à la concentration crispée, d'effort, etc., de fatigue. On voit que par un travail sur l'attention, on peut arriver à des états extrêmement désirables. Et puis, il y a cette idée, effectivement, que tout est évident. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce qu'on doit faire juste après est évident. On a le geste juste toujours. On n'est jamais dans la friction. Tout s'impose. Et puis parfois, on se rend compte, on est même surpris a posteriori d'avoir été dans cet état. On est complètement immergé dans ce qu'on fait, on est en connexion totale avec ce qu'on fait.
Je vous propose que l'on passe maintenant, puisque on est dans cette idée que l'enseignant s'est posé, a préparé, qu'il sait où poser son attention et observer sa classe. Maintenant, l'idée, c'est que c'est à lui d'enseigner l'attention, puisque Jean-Philippe Lachaud, votre programme a cette ambition, enseigner l'attention. Et Fabrice, vous de votre côté, vous avez travaillé aussi là-dessus sous un angle encore un petit peu différent, qui sont les coniclasses. Alors pour commencer avec Jean-Philippe, déjà, comment est-ce qu'on enseigne l'attention ? C'est quoi les grands principes de votre programme Atoll ? Il y a des principes extrêmement simples. Le premier, c'est qu'on peut pas demander à un enfant ou un élève de faire attention sans vraiment lui préciser sa cible. À quoi il doit faire attention ? Parce que faire attention dans le vague, ça veut rien dire. Donc simplement de préciser la cible en disant ce que je te demande, c'est de faire attention à ceci, donc d'apprendre aux élèves à identifier leur cible. Eh bien c'est déjà ça paraît tout bête, mais en fait on a fait un progrès. Une fois que la cible elle est bien identifiée, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle l'attention va pas rester sur la cible. Et donc sur les forces de distraction qui amènent l'attention vers d'autres cibles, vers le téléphone, vers le bruit, etc. Et identifier avec les élèves, et là vraiment d'être dans la métacognition, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là, et surtout être dans le diagnostic et jamais dans la culpabilisation. On dit voilà ce qui se passe dans un cerveau humain, c'est normal d'être distrait, il se passe ça. Et donc après, on essaie d'établir une sorte de recul de l'élève par rapport à sa propre attention pour l'observer vivre et l'apprivoiser. Exactement comme on apprivoiserait peut-être un petit animal qui a sa propre vie par moment. Voilà, et puis après, d'autres aspects qui sont peut-être encore plus simples, qui sont d'arriver justement, de comprendre cette idée d'intention. Quelle est mon intention ? Est-ce qu'elle est suffisamment claire ? Est-ce qu'elle permet à mon cerveau de faire le tri entre ce qui est important, pas important ? Donc des choses comme ça qui, mises collectivement, arrivent à une sorte de programme d'éducation de l'attention. Fabrice Auverti, Hélène l'a dit, de votre côté, c'est le dispositif coniclasse. Est-ce que vous pourriez nous présenter d'une manière générale ce que sont les coniclasses et plus particulièrement comment que ça se concrétise dans la vôtre ou les vôtres ? Alors les coniclasses, c'est à l'origine Jean-Luc Berthier avec l'association Sciences Cognitives, avec le site sciencescognitives.fr. En fait, le principe d'une coniclasse, va au-delà, on va dire, du travail autour de l'attention. C'est l'apport, on va dire, des sciences cognitives dans la classe avec l'idée d'étudier le cerveau, comment il fonctionne, c'est quoi apprendre et comment ça se passe dans le cerveau lorsqu'on apprend, et de travailler avec les élèves autour de la mémorisation, autour de l'attention, autour de la compréhension. Donc le programme des coniclasses, c'est plus vaste, plus large, mais de toute façon le programme Atoll et puis même Jean-Philippe Lachaud participent avec Jean-Luc Berthier dans ce qu'on appelle les coniforums, où il y a des liens qui sont tissés de toute façon entre le programme Atoll et le programme des coniclasses. Et très concrètement, dans ma classe, par exemple, puisque je fais travailler aussi bien autour de la mémorisation que sur l'inhibition, c'est-à-dire cette manière de pas tout de suite laisser l'automatisme parler, mais de contrôler un minimum, il y a ce travail justement autour de l'attention. Et c'est vrai que mes sources d'inspiration, aussi bien venant de ce qui est publié dans le cadre des coniclasses que de ce qui est publié par Jean-Philippe Lachaud, permettent de mettre des outils très concrets, très simples. Quand Jean-Philippe Lachaud dit que il faut que l'élève sache sur quoi porter son attention, oui, on dit pas juste à l'élève concentre-toi, sois attentif. Oui, mais à quoi? On a toujours besoin d'avoir ça. Et le début de cours, par exemple, moi j'ai un rituel qui est posé, qui est la mise au calme. Une mise au calme, ça dure 2 minutes. Les élèves ont une certaine posture au niveau corps. Ils sont assis sur la chaise, les mains posées. On est vraiment sur une technique, on va dire, de relaxation par la respiration. Donc rien de bien nouveau. Donc faut travailler beaucoup sur ces postures, sur cette respiration. Mais surtout, l'idée, c'est d'y mettre du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler sur ce flux de pensée. C'est-à-dire tout ce qui vient distraire, tout ce qu'on appelle les distracteurs interne. Et là, à ce moment-là, c'est de refocaliser l'attention sur la respiration et de leur montrer petit à petit par cet exercice que nous réalisons à chaque début d'heure que pendant l'heure, il y a des moments où je vais leur demander de refixer leur attention sur quelque chose qu'ils ont besoin de bien suivre. J'utilise la technique, mais Jean-Philippe Lachaud l'avait développée, du grand A, moyen A, petit a, c'est-à-dire des degrés d'attention qu'on va demander à l'élève. En fait, ce sont pas des outils très compliqués à mettre en place. Assez souvent, quand on en parle aux collègues, ils vous disent « oui, mais en fait, il y a rien de révolutionnaire ». Non, il y a rien de révolutionnaire, si ce n'est que les sciences cognitives l'ont confirmé un petit peu plus scientifiquement. Et puis, c'est vraiment de faire en sorte que assez souvent,
on puisse guider l'élève. J'ai une collègue, je co-animais avec elle, et puis elle me voyait faire mes grands A ou autres, et puis elle pensait à sa fille qu'elle était allée visiter, qui est dans une classe de primaire, et où en fait l'enseignante ne recadrait jamais un petit peu l'attention des élèves, et ça partait un petit peu dans tous les sens, et les élèves, en sortant dehors de cours, en fait étaient extrêmement fatigués. L'enseignante aussi, et donc justement, ce sont des outils assez simples à utiliser, et qui paraissent assez élémentaires, et c'est d'autant plus qu'ils sont élémentaires qu'il faut les utiliser, quoi. Très concrètement, Fabrice, grand A, moyen A, petit A, en quelques mots pour ceux qui nous écoutent, ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste, quand je demande vraiment une attention extrêmement soutenue aux élèves, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une partie du cours qu'il est important de bien suivre, si je suis, on va dire, dans une phase un peu magistrale ou que quelqu'un est en train de parler, je fais le signe, je joins mes mains comme ça pour signifier que je fais la lettre A, et je la positionne assez haut quand je demande vraiment le grand A, c'est-à-dire que là, c'est attention soutenue, c'est-à-dire que on n'est même pas à avoir quelque chose dans les mains, stylo ou autre, on est forcément tourné vers l'endroit où je demande à fixer l'attention, ça peut être moi en train de parler, ça peut être le tableau ou autre, et là, pour le coup, je vais leur demander ça à peu près sur un temps, mais un temps assez court, parce que là, pour le coup, arriver à avoir une attention soutenue sur la longueur est un peu compliqué. Le moyen A, là, dans ces cas-là, je positionne à peu près au niveau des yeux, et là, dans ces cas-là, ça veut pas dire qu'on va pas avoir une attention, on va dire, moins soutenue, mais en tout cas, la chose que j'ai à dire est peut-être un tout petit peu moins importante, mais va permettre d'avancer un petit peu dans une pratique, par exemple, que je leur ai donnée, ou une consigne que je leur ai donnée, et le A assez bas, c'est quand moi je travaille en îlot, donc ils sont dans un travail coopératif, ils sont 4 par îlot, c'est un regroupement de 4 tables, et là, dans ces cas-là, je peux leur demander d'être dans le A assez bas, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments certainement de distraction, qui peuvent être internes ou externes, mais qui sont possibles et qui ne doivent pas durer, bien sûr, pour pouvoir revenir dans le travail, mais où il y a moins de fatigue, quoi. Ça leur permet justement, dans ce degré d'attention, de vraiment, voilà, moi j'ai besoin à un moment que cette attention soit totalement soutenue, parce que le message va être important. Jean-Philippe Lachaud, il y a cette idée de mettre les élèves dans un certain état, avec un rituel de début de cours, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses aussi que vous proposez dans le programme Atoll, et qui sont de l'ordre aussi du travail sur la préparation des tâches, des consignes, en fait. Ça a aussi une importance. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a la notion d'aider les élèves à découper par eux-mêmes en petites étapes simples ce qu'ils ont à faire, avec l'idée que d'un élève à l'autre, même au sein d'une même classe, certains vont déjà avoir automatisé certaines choses et être capables de procéder d'un bloc, par exemple dans des maths ou dans du français, alors que peut-être le voisin à côté a besoin de faire en par étapes. Donc cette idée d'individuation, enfin que chacun en fait s'attribue et utilise son propre niveau de découpage. Sinon, il y a tout un vocabulaire sur les cibles. Par exemple, il y a énormément de tâches scolaires qui sont ce qu'on appellera en sciences cognitives des recherches attentionnelles. C'est-à-dire qu'on cherche une cible parmi des distracteurs. Et identifier la cible et montrer qu'elle peut augmenter en complexité, en abstraction quand on monte dans les classes. Par exemple, quand vous recherchez, pour prendre un exemple assez abstrait, des éléments de langage qui indiquent comment le personnage a des sentiments ambigus vis-à-vis d'eux, etc. Donc c'est une recherche attentionnelle, mais sur un critère de recherche qui définit la cible, qui sont de très haut niveau. Et donc comment, quand on est mal à l'aise avec ça, se ramener à des critères de recherche plus simples, plus élémentaires, par exemple chercher des adjectifs, etc. Donc le fait de pouvoir rechercher des cibles qui sont adaptées à son niveau, son propre niveau, ce qu'on sait trouver au premier coup d'œil. Et là, l'idée, c'est que c'est l'élève qui est capable de faire ça, ou c'est l'enseignant qui fait ce travail pour lui ? Non, alors l'idée, c'est vraiment que rapidement, l'élève soit capable de définir lui-même son niveau. Parce que c'est ingérable sur la durée. C'est-à-dire que l'enseignant peut pas avoir 25 ou 30 systèmes attentionnels. Donc vraiment, c'est expliqué pour que les élèves s'emparent et deviennent de plus en plus autonomes. Fabrice Auberti, en développant cette émission, on se rend compte que l'attention, c'est quelque part entre la compétence, un outil, un état mental, en tout cas quelque chose à acquérir et à intégrer par les élèves. Vous nous disiez en préparant l'émission que ça rentre complètement dans quelque chose de pluridisciplinaire et de l'apprendre à apprendre. En tout cas, c'est ce que vous faites avec vos élèves. Exactement, c'est-à-dire que là, à l'instant, Jean-Philippe Lachaud disait bien que c'est à l'élève, petit à petit, d'arriver à le faire tout seul. Parce qu'il est évident que nous, on est seuls face à 25 élèves et que
ce principe d'individualiser, on va dire, est tout à fait possible, mais voilà, c'est le fameux adage d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Et il est évident que quand on intègre davantage ses capacités attentionnelles sur l'attention et qu'on l'intègre dans le apprendre à apprendre, bien là c'est beaucoup plus vaste parce que pour le coup c'est à la fois donner des méthodes, c'est vraiment cette histoire de la méthodologie, c'est-à-dire qu'un élève qui arrive petit à petit à savoir qu'il doit découper un petit peu plus en micro-tâches, qu'il évite de s'embarquer dans plein de choses en même temps, qu'il est au courant, on va dire, de ces différents distracteurs, qu'ils soient à la fois internes ou externes, eh bien, il est équipé, il a des outils pour petit à petit mieux y arriver. Et ce que je constate dans mes classes, on va dire, c'est que au-delà de la mise au calme, j'ai des élèves effectivement qui, à force d'avoir cette autonomie, gagnent surtout en confiance en eux, parce que ce qu'on s'aperçoit pas, mais c'est travaillé, on va dire, par certains chercheurs. Nous, sur Clermont-Ferrand, il y a un laboratoire qui travaille beaucoup autour de ce qu'on appelle la métacognition, cette manière d'arriver à avoir un retour sur notre manière d'apprendre et comment cette métacognition en fait participe, favorise la confiance en soi. Donc voilà, on a en plus des conséquences qui sont plus que positives, au-delà simplement d'outiller l'élève pour arriver à mieux s'en sortir sur son attention, mais en même temps à gagner en confiance. Voilà, il y a vraiment un apport très très positif à ce moment-là. Non, si je peux juste ajouter un point, c'est que de toute façon, on n'a plus vraiment le choix parce qu'on arrive dans une impasse et on voit que de plus en plus d'enseignants, face à une attention très instable de leurs élèves, en fait, se mettent en projet de contrôler le cerveau de toute leur classe, de tous les élèves. Contrôler leur attention en essayant d'être les plus distrayants possibles, etc., en rappelant tout le temps l'attention. Et en fait, ça amène à une sorte d'épuisement total parce que c'est impossible. Et donc, on voit que la seule alternative possible, c'est que ce soit les élèves qui eux-mêmes prennent leur part du travail pour reprendre la maîtrise de leur attention. Et pour ça, il faut leur expliquer comment. Oui, c'est vraiment une question qu'on voulait vous poser. C'est comment est-ce qu'on fait que la classe, finalement, soit une sorte d'espace à part du monde entier à côté qui est fait de sursollicitation, notamment peut-être avec des ados, parce que Fabrice, vous avez des collégiens, c'est peut-être encore plus prégnant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces élèves particuliers que sont les adolescents ? Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, le collège, en fait, vous y rentrez, vous avez 11 ans, vous en ressortez, vous avez 14-15 ans, et entre les deux, il y a un monde. Ils sont tous au même endroit, mais des 6e et des 3e, c'est pas du tout la même chose. C'est pas ce qu'on va avoir dans le premier degré, c'est pas ce qu'on va avoir au lycée. Et en fait, on s'aperçoit quand ils rentrent en 6e que il y a pas la même maturité cérébrale, on va dire, que l'élève de 3e, même si cette maturité cérébrale va se situer aux alentours entre 22 et 25 ans. Donc il y a encore de la marge de progression. Mais on s'aperçoit bien quand ils arrivent en 6e, effectivement, et je trouve que c'est de plus en plus prégnant, mais ça n'a rien d'étonnant vu le nombre de sollicitations. Mais Jean-Philippe Lachaud en parlera très bien. Allumer son smartphone, allumer une télévision, une console, enfin, il y a plein de choses autour qui nous stimulent de manière très agréable. Et il est évident que nous, lorsque nous sommes en cours, nous n'avons pas toute cette capacité, on va dire, d'orchestration pour arriver à garder leur attention. Mais c'est pas pour autant qu'il faut céder, comme le dit encore une fois Jean-Philippe Lachaud, attendez, moi je vais faire aussi bien qu'Internet et puis je vais aussi avoir du son et lumière et je vais faire en sorte de garder comme ça, de m'accaparer leur attention. Au contraire, il faut rester ce qu'on est. Par contre, il faut effectivement parfois développer un petit peu plus de variété dans nos pratiques, de ne pas hésiter à changer un petit peu aussi les pratiques au bout d'un moment. Quand on s'aperçoit que cette capacité attentionnelle d'un élève, quand il est 15h30 par exemple et que vous êtes en plein hiver, ce sera pas la même que lorsqu'il est 9h30. Donc ça aussi, c'est des adaptabilités qu'il vaut mieux avoir. Et c'est vrai que ces élèves au collège, là pour le coup, l'attention est... Avec le manque de sommeil, avec cette surstimulation du téléphone, avec les problématiques adolescentes qui occupent beaucoup de temps de cerveau, enfin d'espace de cerveau, justement, il faut arriver à trouver des brèches là-dedans pour justement arriver à faire court. Et ça fait partie des enjeux qui, je pense, peuvent stresser certains collègues. Et c'est vrai que là, il y a un chantier extrêmement intéressant à continuer de développer et je suis très curieux et très très en attente de ce que Jean-Philippe Lachaud va pouvoir proposer par exemple à l'attention du collège pour Adol, parce qu'il y a beaucoup Atoll, c'est normal, mais c'est vrai qu'Adol, il y a eu une version bêta 2018-2019, mais moi par exemple, je suis très très en attente de ce qui, je crois, va bientôt sortir si je ne me trompe pas. Oui, elle est en relecture.
Ce sera pour Noël, ce sera le cadeau. En plus. Ah bah oui, dites-nous en plus, là, forcément, Jean-Philippe. Alors donc c'est la version qu'on surnomme Adol, la version pour ados d'Atoll, et qui est un petit peu plus resserrée, qui finalement met au premier plan l'idée de liberté, finalement, puisqu'on va parler à ces élèves qui commencent à devenir grands comme à des vraies personnes, presque des petits adultes, et on va effectivement voir qu'est-ce que la vraie liberté. Est-ce que la vraie liberté, finalement, c'est pas d'être capable de faire attention à un cours de maths qui est pas immédiatement stimulant et intéressant et rigolo, et de ne pas se laisser happer par des distractions beaucoup plus immédiates et gratifiantes. Donc voilà, remettre vraiment au premier plan le choix, la capacité à décider du contenu de sa vie mentale. Qu'est-ce qu'on met dans sa tête finalement? Donc alors, cela dit, c'est pas un programme philosophique, c'est encore vraiment des outils, mais il y a cette espèce d'angle où déjà, en termes de vocabulaire, on va utiliser un vocabulaire scientifique avec les vrais noms, des structures cérébrales, etc. Parce qu'il y a de la SVT, etc. et qu'il faut être cohérent. Mais donc voilà, quoi, c'est un programme dont j'attends beaucoup. Pour aller un peu à contrario de ça, on a dit que il serait illusoire de vouloir jongler avec tous ces cerveaux et de les maîtriser dans une espèce d'attention absolue. Il est illusoire de se dire que les élèves peuvent rester concentrés pendant 6 heures d'affilée. Est-ce qu'il serait pas intéressant de se demander, c'est peut-être une fausse question d'ailleurs pour le coup, si l'espèce d'attention diffuse dans laquelle on vit tous de nos jours, et notamment les élèves, permettrait pas de développer peut-être d'autres compétences, en tout cas de s'en servir dans l'éducation. Alors là, je sais pas à qui passer cette question complexe. Allez, Jean-Philippe, peut-être. Oui, en fait, elle a quand même cette limite. Donc c'est vrai qu'il y a ce mythe comme quoi on a une nouvelle génération qui a des capacités attentionnelles supérieures, une capacité à jongler très rapidement entre plusieurs tâches. Mais en fait, quand on regarde bien dans le détail, ces tâches avec lesquelles ils jonglent sont souvent des tâches très automatisées. Par exemple, en termes de langage, c'est du langage assez pauvre, très automatique. Et malheureusement, c'est un mode d'attention qui ne permet pas de dépasser de payer ce que j'appelle le ticket d'entrée, c'est-à-dire que dès qu'on aborde une discipline nouvelle, ou même quand on se lance dans un livre, juste dans la lecture d'un livre, parfois, le début, c'est un peu dur. C'est pas immédiatement gratifiant. Les 50 premières pages sont pas très marrantes, ou les gammes au piano, avant de commencer à avoir une petite maîtrise, c'est pas très drôle, ou la technique au tennis à apprendre au début, c'est pas tout de suite marrant. Et toutes ces activités, malheureusement, deviennent impossibles, elles deviennent inaccessibles à des systèmes attentionnels qui sont tout le temps orientés vers la gratification immédiate. Donc ça veut dire qu'on se retrouve restreint dans un tout petit monde d'activités, finalement un peu stéréotypés, toujours les mêmes. Alors justement, est-ce que vous auriez quelques conseils finalement d'une sorte d'hygiène de l'attention, notamment numérique, qu'on pourrait distiller alors aux enseignants, qui sont souvent aussi des parents, et puis peut-être élargir la bulle de l'école à la bulle aussi familiale, où cette question elle est vraiment très très conflictuelle même parfois. Ouais, écoutez, je sais pas sur quel plan vous répondre. Je vais vous répondre sur le plan avec la casquette du papa. Donc j'ai une fille qui est en 5e là, et qui vient d'avoir son téléphone. Et tout simplement, très pratiquement, je lui ai dit, tu vois ce téléphone? Puis j'ai apporté un tournevis. Tu vois ce tournevis? Bon, je vais te parler des deux. Quand tu prends un tournevis, tu le prends pourquoi? Elle me dit, pour visser une vis. Oui, et quand tu as fini de visser ta vis, qu'est-ce que tu fais? Je le repose. Et un téléphone, c'est pareil. C'est comme un tournevis. Quand tu le prends, c'est pour faire quelque chose en particulier, de bien spécifique, et quand tu as fini, tu le reposes. Et tu t'amuses pas à avoir un tournevis dans ta main, à jouer avec toute la journée parce que c'est rigolo d'avoir un tournevis. En fait, quand t'as pas besoin de ton tournevis, il est posé. C'est pareil. Donc une intention très claire à chaque fois. Je pense que les liens effectivement entre parents et élèves et parents d'élèves, enfin voilà, il y a des liens à faire. Les conseilleurs souvent sont pas les payeurs. On sait à quel point ça peut être difficile. Vous Fabrice, ça résonne aussi. Quelques conseils peut-être autour d'une certaine hygiène numérique autour de l'attention? Justement, c'est ce qu'on a tendance un petit peu déjà à s'appliquer à soi-même, c'est-à-dire le régime des notifications, le régime de toute cette diversité qu'on a autour de nous et qui est toujours en train de nous appeler, et viens voir là, cette guerre de l'attention dont on parlait et qui est le futur or, on va dire, entre autres, avec l'eau et le reste. Mais voilà, essayer d'attraper notre attention. Il est clair que à l'extérieur de l'école, c'est absolument partout, ça l'était déjà avant, mais avec Internet, c'est encore plus fort. Et c'est vrai que là, moi, les élèves, par exemple, j'ai tendance, sur le bureau, par exemple, en classe, ça commence là, à se dire qu'on peut libérer de l'espace et faire en sorte de
pas être distrait par ce qui est autour de nous. En salle, alors certains vont me trouver un petit peu, j'évite de mettre des choses sur les murs pour éviter justement d'avoir aussi cette stimulation. Alors, c'est pas que la salle va être terne, va pas être jolie, mais en fait, j'ai pas d'élèves qui en sont plus malheureux, et puis en fait, ça te permet encore une fois de garder cette capacité d'attention, et puis une fois qu'on le travaille ça en classe, on essaye de voir un petit peu à la maison quelles peuvent être les différentes sources de distraction. Jean-Philippe Lachaud parlait là de cette anecdote avec sa fille pour dire tel outil sert à quoi, et nous on travaille déjà autour de ça, et puis de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a sur le bureau, qu'est-ce que t'as posé, qu'est-ce qu'il y a qui peut t'éviter, on va dire, de ne plus être attentionné. Et on travaille beaucoup autour de dessin, autour de représentation, et là par exemple c'est des portes d'entrée. Une des dernières choses qu'on a essayé de mettre en place avec les ConiClass, c'était le ConiParents, c'est-à-dire que c'est bien de s'adresser aux enfants, mais c'est bien aussi de pouvoir s'adresser aux parents, non pas pour être des prescripteurs, parce qu'il y a rien de pire que l'école quand elle se veut prescriptrice, on va dire, de ce qui doit se passer dans la cellule familiale, personnelle, mais comme ça, d'avoir une continuité, on va dire, une cohérence entre ce qui se passe à l'école et ce qui peut se passer aussi en classe, et les parents sont un fer de lance important. Je veux dire, les livres de Jean-Philippe Lachaud s'adressent aussi aux parents et surtout aux parents parfois. Donc, au contraire, là, il y a plein de personnes à solliciter. Tiens, si vous aviez, Jean-Philippe, le pouvoir de mettre en place une action concrète, là, très concrète dans le monde de l'éducation, autour évidemment de ce qu'on parle aujourd'hui, là, autour de l'attention, qu'est-ce que vous proposeriez pour faire avancer la cause de l'attention à l'école? Je pense que s'il y avait quelque chose à faire, déjà, il faudrait élargir au-delà de l'attention à la métacognition, la prise de conscience de son fonctionnement cognitif. Et ça pourrait être dans les circonscriptions d'avoir un correspondant, une correspondante, un peu comme une CPC, qui ait cette compétence-là et qui puisse accompagner des groupes d'enseignants qui veulent se lancer dans les ConiClass, dans Atoll, etc. Voilà, avec cette formation qu'aurait eu cette personne pour aborder les processus cognitifs avec les enseignants. Bon, une idée que nous retenons et que nous diffusons à bon entendeur. Nous allons passer à la partie inspiration de cette émission, c'est-à-dire qu'on va vous demander à chacun quelque chose que vous auriez envie de partager, qui peut être de tous ordres et qui serait en lien avec notre thématique. Fabrice. Eh bien justement, j'ai fouillé pas mal. Alors j'étais presque parti sur une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelait 3 secondes, qui est intéressant. Et puis en fait, j'ai repensé à ce que je fais avec mon fils qui a 3 ans. Parce que là aussi, c'est le papa qui va parler. Et c'est un livre qui s'appelle « À la recherche du petit chaperon rouge », qui est paru chez Little Urban, qui est un très très grand livre où en fait, on a une histoire comme ça, avec tout plein de personnages de contes de fées très connus. Et en fait, à un moment donné, dans ce dessin très grand qui ressemble un peu à Où est Charlie en fait, eh bien, il va falloir qu'il aille porter son attention sur le personnage qu'on lui demande. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment à la fois il y a cette espèce de recherche et sur quoi justement il va focaliser son attention pour arriver à retrouver soit le petit chaperon rouge, soit le loup, et puis de voir surtout que les postures selon les pages sont un petit peu différentes, et puis après il va jouer un petit peu de sa mémoire, et puis là pour le coup ce sera plus de l'attention, ce sera juste de la mémorisation, et de s'amuser comme ça à changer les personnages. Et en fait à ce moment-là il découvre aussi plein d'autres choses. C'est ça qui est toujours intéressant avec ce livre, c'est que on n'est pas juste à aller chercher le personnage, mais on est aussi à parler de plein d'autres choses qui se passent dans le livre. Donc voilà, c'est un éditeur Little Urban que je conseille, puisqu'ils en ont fait aussi sur les doudous ou autres. Et puis je me disais voilà que c'est bien aussi que l'attention puisse se travailler un petit peu. Alors là, on voit bien que c'est les enfants d'enseignants, hein. Mais c'est toujours intéressant quand votre propre enfant, voilà, vous essayez un petit peu de stimuler cette partie-là en restant dans quelque chose de joyeux, de ludique et on va dire d'échange, quoi. Voilà, c'est le papa avec son fils, quoi. Merci Fabrice. Jean-Philippe Lachaud? Ouais, j'avais deux choses qui me venaient en tête immédiatement. La première, la plus évidente, c'était l'exemple de Rafael Nadal, champion de tennis, qui a une attitude parfaitement concentrée dès l'instant où il met le pied sur un court de tennis, que ce soit pour l'entraînement ou pour les matchs. Et cette attitude-là, elle est fantastique, quoi. On voit à quoi elle l'a amené. Mais ma deuxième idée aussi, qui est plus personnelle, c'est une rencontre que j'ai faite. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Nathan Paulin. Et Nathan Paulin a battu, juste avant l'été, le record du monde de distance sur une slackline. Il a atteint le Mont Saint-Michel. Je crois qu'on est à plus de 2 kilomètres, vous pourrez regarder.
Et en fait, Nathan, lui, m'a expliqué que il est venu à la slackline pour travailler son attention. Et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est pas les records, c'est pas vraiment ce record du monde, c'est l'état dans lequel ça l'oblige à se mettre pour y arriver, et l'état attentionnel. Et c'est pas un état de crispation, c'est un état de douceur et vraiment de flow, hein. Et donc, je trouve que c'est un magnifique exemple pour illustrer ce vers quoi peut mener une recherche personnelle sur l'attention. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lachaud. Effectivement, il y a des liens à faire avec le sport. Alors, je me permets une petite inspiration de mon côté, mais alors je reviens à quelque chose de beaucoup plus scolaire d'une certaine façon. C'est un parcours magistère qui s'appelle l'attention, ça s'apprend, hein, que vous avez conçu, Jean-Philippe, dans lequel il y a beaucoup de petites mises en situation qui permettent vraiment d'expérimenter soi-même et de comprendre les mécanismes de l'attention. Et ça, c'est une des briques de l'univers Atoll qui en plus est amené à s'élargir, si je comprends bien. Et donc vous aurez toutes avec Bénédicte Dubois et puis toute l'équipe du réseau Canopé. Voilà, donc toutes ces ressources qui seront bien sûr dans les notes de l'émission que vous pourrez retrouver. Alors moi, pour conclure cette émission et juste avant de vous remercier, je me suis noté 3 points. Le premier, il émane de Fabrice: simplifier l'environnement cognitif des élèves, enlever vos affichages inutiles, tout ce qui ne sert à rien, c'est peut-être un premier pas. Des conseillers pédagogiques en métacognition, c'est la proposition de Jean-Philippe Lachaud dans chaque circonscription ou dans chaque établissement. Et un smartphone, c'est comme un tournevis. Quand on a fini de visser, on le range, effectivement. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci. Merci à vous. Prof et élèves, le défi de l'attention, un épisode Parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione et Hélène Audard. Réalisé grâce à l'appui technique de Dominique Père, Réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes. Montage et mixage Simon Gattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2022. J'en déduis que je vais participer au prochain épisode de Parlons pratique. C'est malin, c'est malin. Extra classe.